s'amuse de Denis Lindon. Les préparatifs de la guerre. Ménélas resta quelques jours sans réaction, comme accablé par son étonnement et sa douleur. Puis, reprenant ses esprits, il se rendit chez son frère aîné, Agamemnon, pour lui demander aide et conseil. Agamemnon régnait sur le royaume d'Argos, le plus grand et le plus puissant des 50 États de la Grèce. Pour cette raison, il était craint et respecté par les autres rois. Sa puissance et sa richesse l'avaient rendu excessivement orgueilleux et autoritaire, mais n'avaient pas altéré les sentiments d'affection qu'il portait à sa famille, et en particulier à son frère. C'est pourquoi il ne fut pas insensible au récit que lui fit Ménélas de son infortune. Indigné par l'infidélité d'Hélène et par la duplicité de Paris, Agamemnon promit à Ménélas de tenter une démarche auprès de Priam, roi de Troie, en vue d'obtenir la restitution de l'épouse fugitive et du trésor volé. Un ambassadeur fut donc envoyé à Troie, mais sans succès. Priam, qui ne voulait pas faire de peine à son fils chéri, se montra intraitable. « Vous nous avez jadis pris Hésione, nous vous prenons aujourd'hui Hélène, c'est un prêté pour un rendu. » Et avec courtoisie mais fermeté, il fit reconduire l'ambassadeur au port. Devant l'échec de cette tentative, Agamemnon résolut de demander conseil à son voisin, le roi Nestor, réputé pour son expérience et sa sagesse. Nestor était le plus vieux des rois grecs. Il avait maintenant 80 ans. Bien qu'il fût en vieillissant devenu de plus en plus bavard et un peu gâteux, c'était un homme de bon conseil. Informé par Agamemnon et Ménélas des circonstances de l'enlèvement d'Hélène, il se lança dans un interminable discours, se référa aux précédents historiques, pesa le pour, pesa le contre, s'embrouilla tant qu'il oublia l'objet de la visite d'Agamemnon et que celui-ci dut, à plusieurs reprises, le lui rappeler. Enfin, retrouvant ses esprits, Nestor finit par déclarer que l'affront fait à la Grèce tout entière, en la personne de Ménélas, devait être lavé et qu'une expédition punitive, réunissant toutes les armées de Grèce, devait être lancée contre Troie. « Va trouver les principaux rois de la Grèce, dit-il à Agamemnon. Demande-leur de participer à cette expédition en leur rappelant le serment qu'ils ont fait au moment des fiançailles d'Hélène, de défendre l'honneur du mari qu'elle choisirait et de lui apporter en cas de besoin le concours de leurs bras et de leurs armes. Promets-leur, pour les convaincre, que le jour où Troie sera prise, ils participeront largement au butin. » Le premier roi auquel Agamemnon et Ménélas rendirent visite fut Diomède, surnommé le sanglier de Calydon, parce qu'il régnait sur le royaume de Calydon et qu'il ressemblait physiquement et moralement à un sanglier célèbre qui avait quelques années auparavant ravagé le pays. Petit, trapu, le poil noir et dur, il était brave, hargneux, infatigable et insensible aux coups et aux blessures. Toujours disposé à l'aventure et à la bagarre, il accepta avec enthousiasme de participer à l'expédition. La deuxième visite d'Agamemnon fut pour Ajax, fils du roi grec Télamon qui avait épousé Hésione, la sœur de Priam. Ajax était le plus grand et le plus fort des princes grecs. Pour le distinguer d'un autre roi grec du même nom, on l'appelait le grand Ajax. Il mesurait en effet plus de 2 mètres et pesait près de 100 kilos. Il mangeait comme un ogre, buvait comme un trou, pouvait soulever un cheval sur ses épaules et plier une épée sur son genou. Il possédait un bouclier formé de 7 peaux de bœuf superposées et si lourd que 2 hommes normaux avaient de la peine à le porter. Pendant son enfance, il avait reçu d'Hercule lui-même, grand ami de son père Télamon, des leçons particulières de gymnastique. Son cerveau était malheureusement moins développé que ses biceps, et son intelligence était tout juste moyenne. Il lui fallut donc assez longtemps pour comprendre ce que lui voulait Agamemnon. Mais lorsqu'il eut enfin saisi qu'il s'agissait d'aller faire la guerre avec l'espoir d'en rapporter de l'or, du vin, des femmes et des esclaves, il donna facilement son accord. Pour Agamemnon, le plus dur restait cependant à faire. Il lui fallait convaincre encore les 2 rois les plus fameux de Grèce et les plus indispensables au succès de l'expédition. Ces 2 rois s'appelaient Ulysse et Achille.
Ulysse ne régnait que sur une petite île appelée Ithaque, mais il était célèbre dans la Grèce tout entière. Ce qui le rendait si fameux, ce n'était pas sa force physique. Tout en étant souple et vigoureux, il était loin d'être un colosse. Ce n'était pas non plus sa bravoure. Tout en étant courageux, il n'aimait pas prendre de risques inutiles. Ce n'était pas enfin sa beauté. Bien qu'il eût des traits énergiques et un corps bien proportionné, ce n'était pas un Apollon. Il souffrait même secrètement de sa taille un peu petite et d'un début de calvitie. Ce qui distinguait Ulysse et le rendait célèbre, c'était son intelligence. Chacun reconnaissait qu'il était le plus fin, le plus habile, le plus prévoyant, le plus rusé et le plus éloquent de tous les Grecs. Cette supériorité intellectuelle, il la devait sans doute à ses dons naturels, mais aussi au fait qu'il n'avait cessé depuis son enfance de les cultiver et de les développer. C'est ainsi par exemple que pour entretenir sa mémoire, Ulysse avait appris par cœur le nom des 50 États de la Grèce, de leurs souverains et de tous les enfants de ceux-ci. Il s'amusait de temps à autre à les réciter tantôt par ordre alphabétique des États, tantôt par ordre alphabétique des rois, tantôt par ordre alphabétique de l'aîné des enfants de chaque roi. De même, pour développer son habileté manuelle, il passait de longues heures dans son atelier à faire des travaux de menuiserie, de ferronnerie et d'armurerie. Enfin, pour corriger un léger défaut de prononciation, il se livrait tous les jours à de difficiles exercices d'élocution, consistant par exemple à répéter 10 fois le plus vite possible des phrases telles que « Ces 100 saucissons chauds et ces 6 choux-ci sont séchés sous châssis ». Au moment où Agamemnon commençait sa campagne de recrutement, Ulysse menait dans son île une vie paisible et heureuse. Il était marié depuis 1 an à une femme belle, douce et fidèle, appelée Pénélope, et venait d'avoir son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Télémaque. Ses parents, bien qu'âgés, vivaient encore et s'entendaient bien avec leur fils et leur bru. C'est dire qu'Ulysse n'était pas d'humeur à quitter son pays, son palais et sa famille pour participer à une expédition lointaine et dangereuse. D'ailleurs, étant donné qu'il n'existait à cette époque ni journaux, ni radio, ni téléphone, Ulysse n'était pas encore au courant des projets d'Agamemnon et ne se faisait aucun souci. Le meilleur ami d'Ulysse était Nestor, ce vieux roi plein de sagesse dont nous avons déjà parlé. Nestor avait été son tuteur et lui avait beaucoup appris. En témoignage de reconnaissance, Ulysse avait demandé à Nestor d'être le parrain de Télémaque. C'est pourquoi, lorsqu'Agamemnon annonça à Nestor qu'il se proposait d'aller voir Ulysse après Diomède et Ajax pour lui demander de participer à l'expédition contre Troie, Nestor essaya de l'en dissuader. « Laisse donc ce pauvre Ulysse tranquille, lui dit-il, il est marié depuis peu et il vient d'avoir un bébé, ce n'est pas le moment de l'arracher à sa famille. » En outre, son père Laërte a cédé le trône à Ulysse depuis quelques années et est bien trop vieux pour y remonter maintenant. Ce dernier argument était un peu surprenant dans la bouche de Nestor qui avait 10 ans de plus que Laërte et s'estimait pourtant parfaitement capable de régner. De toute manière, Agamemnon n'était pas disposé à se laisser convaincre. « J'ai absolument besoin d'Ulysse pour mon expédition. De gré ou de force, il faudra bien qu'il vienne. » Nestor n'insista pas. Mais il décida d'envoyer une lettre à Ulysse pour l'avertir de la prochaine démarche d'Agamemnon et pour lui donner le temps de chercher une parade. Seulement, comme il craignait que cette lettre ne fût interceptée par la police d'Agamemnon, il l'écrivit d'une manière telle que seul Ulysse, pensait-il, serait capable de la comprendre. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?